Le réseau de l'ombre, Israël, Ngo et les secrets du palais. Imaginez. Quelque part à Yaoundé, dans un bâtiment dont vous ne connaîtrez jamais l'adresse exacte, on installe une pièce blindée. Une panic room. Un bunker individuel, conçu pour résister à tout. Conçu par des experts israéliens. Financé par des fonds publics camerounais. Et commandé, selon Jeune Afrique, dans la galaxie du plus puissant collaborateur de Paul Biya. Vous venez de pénétrer dans l'un des dossiers les plus explosifs de ces dernières années. Parce que derrière les marchés publics, derrière les contrats de sécurité, derrière les logiciels d'espionnage qui circulent en silence dans les couloirs du pouvoir, il y a un réseau. Discret. Tentaculaire. Et profondément israélien. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va changer votre façon de lire l'actualité camerounaise. Partie 1. Contexte et fait. Qui est Ferdinand Ngo et pourquoi son nom fait trembler Yaoundé? Pour comprendre ce qui suit, il faut d'abord poser un nom sur la table. Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Un titre qui, dans la géographie du pouvoir camerounais, ne désigne pas simplement un administrateur. Non. Le secrétariat général de la présidence, c'est le cœur du réacteur. C'est là où se prennent les décisions qui ne se prennent nulle part ailleurs. C'est le bureau derrière le bureau. La voix derrière la voix. Depuis des années, Ferdinand Ngo est décrit par les observateurs politiques comme l'homme le plus puissant du Cameroun après Paul Biya lui-même. Certains disent même, et attention, c'est une analyse, pas une affirmation, que dans les périodes où le président est absent ou peu visible, c'est lui qui tient les rênes. Un État dans l'État. Une architecture de pouvoir parallèle, silencieuse, mais redoutablement efficace. Et c'est précisément dans cette architecture que Jeune Afrique, le magazine de référence de l'actualité africaine, a décidé de plonger. Avec une enquête exclusive. Fouillée. Documentée. Et qui révèle quelque chose que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le nommer clairement. Mais ce n'est pas tout. Car au cœur de ce système Ngo, Jeune Afrique ne trouve pas seulement des réseaux camerounais traditionnels, des alliés locaux, des barons régionaux. Non. Ce que le magazine découvre, c'est une filière étrangère. Structurée. Professionnelle. Et israélienne. Oui. Vous avez bien entendu. Israélienne. Et pour comprendre comment un réseau israélien se retrouve au cœur du dispositif économique et sécuritaire de la présidence camerounaise, il faut remonter le fil. Patiemment. Méthodiquement. Le Cameroun et Israël entretiennent des relations diplomatiques depuis des décennies. Cela n'a rien de secret. Les coopérations sécuritaires entre pays africains et Israël sont d'ailleurs relativement courantes sur le continent. Israël est reconnu mondialement pour son expertise militaire, sécuritaire et technologique. Des pays comme le Rwanda, le Kenya, ou encore la Côte d'Ivoire ont eu recours à des partenariats israéliens dans ces domaines. Mais ce que révèle Jeune Afrique, c'est autre chose. Ce n'est plus de la coopération d'État à État. Ce n'est plus un accord diplomatique transparent, négocié dans les règles. Ce qui est décrit ici, c'est un réseau privé. Un réseau d'affaires. Un réseau d'influence. Qui opère à l'ombre des institutions. Qui remporte des marchés publics. Qui fournit des logiciels de surveillance. Qui construit des installations sécurisées. Et qui, selon l'enquête, doit une bonne partie de ses succès camerounais à la protection directe d'un seul homme, Ferdinand Ngo. Voilà le tableau. Maintenant, entrons dans les détails. Partie 2. Le conflit. Et en mots, l'homme insaisissable. Toute cette histoire commence avec un homme. Un homme que Jeune Afrique qualifie d'un mot particulièrement évocateur, insaisissable. Il s'appelle Eranmo. Et ce qualificatif n'est pas choisi par hasard. Dans le monde du renseignement, des affaires et de la sécurité, l'insaisissable n'est pas celui qu'on ne trouve pas. C'est celui qu'on ne peut pas attraper. Celui qui glisse entre les mailles. Celui qui est partout et nulle part à la fois. Eranmo était, pendant longtemps, connu comme le numéro 2 du réseau sécuritaire israélien au Cameroun. Un réseau dont Jeune Afrique précise, et cette précision est importante, que l'arborescence, comprenez, la structure, la hiérarchie, les ramifications remontent à son tout-puissant patron, l'ancien général Sami Mayerer. Un ancien général. Un réseau sécuritaire. Des opérations au Cameroun. Vous commencez à voir le tableau.
Mais voilà où l'histoire bascule dans quelque chose d'encore plus intéressant. Ces dernières années, Eren Mo a opéré ce que Jeune Afrique appelle une reconversion. Il a quitté, ou du moins élargi, son profil purement sécuritaire pour devenir un acteur économique à part entière. L'enquête parle d'un vaste empire couvrant des secteurs aussi variés que la sécurité privée, le tourisme et les télécommunications. Un empire. Au Cameroun. Développé avec et c'est Jeune Afrique qui le dit, le soutien de Ferdinand Ngo. Et la relation entre les deux hommes ne serait pas simplement professionnelle. Non. Selon l'enquête, Eren Mo appelle Ferdinand Ngo, mon frère. Affectueusement. Comme on parle d'un proche. D'un allié de longue date. De quelqu'un en qui on a une confiance totale. Mon frère. Dans le Cameroun des grandes décisions, des grands marchés et des grandes protections, ce mot-là, il pèse lourd. Mais attendez. Parce que Mo n'est que la figure centrale. Autour de lui gravite toute une constellation. Partie 3, révélation et décryptage. La galaxie, les hommes de l'ombre et leur marché. Jeune Afrique ne s'arrête pas à Eren Mo. Le magazine détaille une galaxie entière. Et chaque étoile de cette galaxie a un nom. Et chaque nom est associé à des marchés. Des marchés publics camerounais, payés avec l'argent des Camerounais. Premier nom, David Cohen. Spécialisé, selon l'enquête, dans le négoce de matériel militaire et de logiciels de sécurité. Prenons le temps de peser chaque mot de cette phrase. Matériel militaire. Logiciel de sécurité. Ce ne sont pas des stylos et des cahiers. Ce sont des équipements sensibles. Des technologies qui permettent de surveiller, de protéger, ou, selon comment on les utilise, de contrôler. Et David Cohen en fait le commerce. Au Cameroun. Dans l'orbite du secrétariat général de la présidence. Mais ce n'est pas tout. Deuxième nom, Tsafir Tezevi. Lui dirige une entreprise qui s'appelle Porsec SA. Et Porsec SA, ce n'est pas une petite société de conseil. C'est une entreprise qui a décroché des marchés dans les ports. Et pas n'importe lesquels. Le port de Douala et le port de Kribi. Le port de Douala, c'est le poumon économique du Cameroun. C'est par là que passe l'essentiel du commerce extérieur du pays. C'est une infrastructure stratégique de premier ordre. Et c'est là qu'une entreprise israélienne, liée selon Jeune Afrique au réseau Ngo, a obtenu des contrats. Le port de Kribi, c'est l'avenir. Le port en eau profonde, construit avec des investissements massifs, censé repositionner le Cameroun comme hub régional en Afrique centrale. Deux ports stratégiques. Et une présence israélienne qui s'y installe. Troisième nom, Ido Alalouf. Son entreprise s'appelle Enviro. Et Enviro a remporté plusieurs marchés de construction. Mais le plus symbolique et le plus chargé politiquement, c'est celui-là, le centre de désarmement et de réintégration des combattants séparatistes de Tiko, dans la région du Sud-Ouest. Arrêtons-nous une seconde sur cet élément, parce qu'il est d'une importance considérable. La crise anglophone au Cameroun est l'une des crises humanitaires et sécuritaires les plus graves que le pays ait traversées depuis des décennies. Des milliers de morts. Des centaines de milliers de déplacés. Une guerre civile larvée qui dure depuis 2017. Et le centre de Tiko, théoriquement, c'est un instrument de paix. Un lieu où des combattants déposent les armes et se réinsèrent dans la vie civile. Un marché aussi symbolique, aussi sensible, aussi lié à la souveraineté et à la réconciliation nationale, attribué à une entreprise israélienne. Dans le réseau Ngo. Voilà quelque chose qui mérite réflexion. Et enfin, Airport Security Uni. Supervisé directement par Eren Mo. Et cette entité a décroché, toujours selon Jeune Afrique, plusieurs marchés de sécurisation des plateformes aéroportuaires camerounaises. Les aéroports, c'est la porte d'entrée et de sortie d'un pays. C'est le premier visage que voit un voyageur. C'est aussi, dans le langage de la sécurité nationale, un point névralgique. Qui contrôle les aéroports, contrôle les flux. Les personnes. Les informations. Les mouvements. Port. Aéroport. Construction. Télécommunications. Logiciel d'espionnage. Sécurité privée. Est-ce que vous mesurez l'étendue de ce qui est décrit ici? Et ce n'est pas encore tout. Parce que parmi les révélations les plus troublantes de Jeune Afrique figure la mention de « panic rooms », des bunkers individuels,
des pièces blindées conçues pour résister à une attaque ou à une intrusion. Construit par ce réseau israélien. Implanté au Cameroun. Pour qui? Pourquoi? L'enquête ne le dit pas explicitement. Mais la question, elle, est posée. Dans un pays où des leaders politiques ont parfois craint pour leur sécurité. Dans un contexte où la paranoïa du pouvoir est une réalité documentée. L'installation de panic rooms par un réseau étranger privé, opérant sous couverture économique, dit quelque chose sur la nature des relations en jeu. Ce n'est plus seulement du business. C'est de l'influence. C'est de la dépendance. C'est de la vulnérabilité. Partie 4. Le Cameroun, marché ouvert à ciel discret. Permettez-moi maintenant de mettre mon chapeau de chroniqueur. Parce que ce dossier, au-delà des faits bruts, mérite une lecture à la camerounaise. Une lecture qui rit jaune. Une lecture qui grince des dents en souriant. On nous a longtemps dit que le Cameroun était un pays souverain. Fort de ses institutions. Maître de ses décisions. Et cette affirmation, en principe, personne ne la conteste. Mais quand on lit l'enquête de Jeune Afrique, on est en droit de se poser une question simple, souverain, oui, mais au profit de qui? Parce que voilà ce qu'on apprend. Une filière étrangère, israélienne, en l'occurrence, s'est solidement implantée dans les marchés publics camerounais. Pas par effraction. Pas en forçant les portes. Mais par le biais de relations personnelles, de protection politique, et d'une proximité avec le sommet de l'État qui fait que les contrats arrivent, naturellement. C'est l'histoire classique du Cameroun des affaires. Vous connaissez ce système? C'est celui où le contrat ne va pas nécessairement au meilleur. Ni au moins cher. Ni à l'entreprise qui a la meilleure offre technique. Le contrat va à celui qui a la bonne relation. Qui a le bon numéro de téléphone. Qui peut appeler le bon frère, au bon moment, au bon étage du bon bâtiment. Et apparemment, Eronmo avait le bon numéro. Celui de Ferdinand Ngo. Mon frère. Maintenant, parlons sérieusement de ce que ça signifie économiquement. Quand Port-Sec SA remporte des marchés dans les ports de Douala et de Kribi, qui perd? Qui perd les appels d'offres? Quelles entreprises camerounaises, africaines, ou même d'autres pays, se retrouvent éliminées avant même d'avoir présenté leur dossier complet? C'est la question des marchés publics en Afrique. Et elle n'est pas exclusive au Cameroun. Mais au Cameroun, elle prend une dimension particulière quand les contrats en question touchent des infrastructures aussi stratégiques. Parce que les ports et les aéroports, ce n'est pas de la construction de bureaux. C'est le système nerveux d'une économie. Celui qui sécurise les ports, celui qui surveille les aéroports, a accès à des données. À des flux. À des informations sensibles. Et si ces données sont entre les mains d'acteurs privés étrangers, liés à des réseaux qui remontent, selon Jeune Afrique, à un ancien général israélien. Alors la question de la souveraineté informationnelle du Cameroun se pose avec une acuité particulière. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur dans toute cette affaire, c'est la mention des logiciels d'espionnage. David Cohen, rappelons-le, est spécialisé dans le négoce de logiciels de sécurité. Dans le monde contemporain, les logiciels de sécurité peuvent désigner beaucoup de choses. Des pare-feux. Des systèmes de chiffrement. Mais aussi, et Israël est particulièrement connu pour cela, pensez à l'affaire Pegasus, des outils de surveillance, d'interception des communications, de suivi des individus. On ne dit pas que c'est ce qui se passe ici. Jeune Afrique ne l'affirme pas explicitement. Mais l'existence d'un négoce de logiciels de sécurité, dans ce contexte précis, dans ce réseau précis, avec ses protections précises, invite à réfléchir. Qui surveille qui? Qui écoute qui? Au Cameroun, cette question a longtemps été posée à huis clos. Et voilà qu'une enquête journalistique vient l'inscrire dans un cadre beaucoup plus international qu'on ne le pensait. Et puis il y a la dimension humaine de cette histoire. Celle qu'on oublie parfois dans les analyses géopolitiques. Le centre de désarmement de Tycho. Ce centre, s'il fonctionne correctement, pourrait contribuer à ramener des jeunes hommes et des jeunes femmes dans une vie normale. Dans la paix. Loin des maquis, loin des armes, loin de la violence qui a ravagé les régions anglophones depuis près d'une décennie. Que ce centre soit construit par une entreprise israélienne, dans le réseau Ngo, cela ne signifie pas automatiquement qu'il sera mal construit ou mal géré. Les faits ne permettent pas de l'affirmer. Mais cela pose une question de gouvernance fondamentale, comment des marchés aussi sensibles, aussi symboliques,
liés à des processus de paix aussi fragiles, ont-ils pu être attribués dans ces conditions? Quelles procédures ont été suivies? Quels contrôles ont été appliqués? Qui a validé, supervisé et approuvé? Ce sont des questions légitimes. Des questions que devraient poser les institutions de contrôle de l'État camerounais. Des questions que l'Assemblée nationale devrait poser. Des questions que les médias, et on salue ici le travail de Jeune Afrique, ont le devoir de poser. Maintenant, permettez une petite digression satirique, parce que ce serait dommage de passer à côté. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste dans le fait qu'un homme dont les affaires incluent des panic rooms s'appelle affectueusement « mon frère », l'un des hommes les plus puissants d'un État. La panic room, par définition, c'est une pièce où on se réfugie quand le danger arrive. Quand les ennemis sont à la porte. Quand la menace devient réelle. Alors on peut se demander, dans l'esprit de ceux qui commandent ces panic rooms, quel est exactement le danger dont ils cherchent à se protéger. Et est-ce que l'État camerounais, ses institutions, ses citoyens figurent dans cette liste de dangers potentiels? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est une question rhétorique. Mais elle dit quelque chose sur la paranoïa qui habite parfois les cercles du pouvoir. Et sur le fait que ceux qui dirigent peuvent, à certains moments, avoir davantage peur de leur propre peuple que d'un ennemi extérieur. Il faut aussi parler du silence. Du silence institutionnel camerounais face à ces révélations. Les enquêtes de Jeune Afrique sur le système Ngo ont fait l'effet d'une bombe dans les cercles politiques et médiatiques. Mais dans les couloirs officiels. Silence. Pas de démenti officiel documenté. Pas de commission d'enquête annoncée. Pas de déclaration du porte-parole du gouvernement venant détailler, point par point, en quoi ces révélations seraient inexactes. Ce silence, bien sûr, ne constitue pas une preuve. En droit, le silence ne vaut pas aveu. Mais dans l'espace public, dans la perception de l'opinion, il dit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être que les révélations de Jeune Afrique, dans leur substance, sont difficiles à contredire frontalement. Il faut enfin replacer tout cela dans le contexte régional et continental. Le Cameroun n'est pas seul dans cette situation. À travers l'Afrique, des réseaux d'influence étrangers, américains, français, chinois, russes, émiratis, et oui, israéliens, opèrent dans les interstices des États. Parfois avec la bénédiction officielle des gouvernements. Parfois dans des zones grises. Parfois, selon les révélations qui émergent ici et là, dans une opacité totale. Ce qui rend le cas camerounais particulièrement intéressant, c'est la combinaison. La combinaison entre un réseau sécuritaire israélien historique, celui de l'ancien général R, et une reconversion économique agressive dans des secteurs stratégiques, le tout articulé autour d'une relation personnelle et protégée au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas une coopération. Ce n'est pas un partenariat. C'est une fusion. Une fusion entre pouvoir politique et intérêts privés étrangers, dans des secteurs qui touchent directement à la souveraineté nationale. Et ça, ce n'est pas une petite affaire. Conclusion, et maintenant. Voilà. Vous avez maintenant une vision d'ensemble de ce que Jeune Afrique a révélé sur ce réseau israélien au cœur du système Ngo. Résumons les points essentiels. Un homme, Aaron Mo, anciennement ancré dans le réseau sécuritaire israélien, s'est reconverti en opérateur économique au Cameroun. Avec l'appui, selon Jeune Afrique, de Ferdinand Ngo. Autour de lui gravitent plusieurs figures, David Cohen, Tsafir Tezevi, Ido Alalouf, dont les entreprises ont remporté des marchés dans des secteurs aussi stratégiques que les ports, les aéroports, la construction, et la sécurité. Ces marchés couvrent des domaines qui touchent directement à la souveraineté du Cameroun. Ils impliquent du matériel militaire, des logiciels potentiellement sensibles, des installations sécurisées, et des infrastructures nationales critiques. Et tout cela, selon l'enquête, gravite autour d'une relation protégée au sommet de l'État. Ce que cette affaire révèle, si les faits rapportés par Jeune Afrique se confirment, c'est une réalité que beaucoup de Camerounais connaissent intuitivement mais que les mots écrits rendent soudainement très concrète, la gouvernance de l'État peut parfois être capturée par des intérêts privés, étrangers, et opaques. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas irrémédiable. Mais c'est une réalité qui exige des réponses. Des institutions. Des élus. Et des citoyens. Parce qu'au final, c'est l'argent du peuple camerounais qui finance ces marchés. C'est l'infrastructure du peuple camerounais qui est confiée à ces réseaux. Et c'est la sécurité du peuple camerounais qui est en jeu. Alors, voici la question que je vous pose directement. Selon vous,
Un État peut-il vraiment être souverain quand ses marchés les plus stratégiques sont attribués dans l'opacité, au profit de réseaux étrangers protégés par le pouvoir? Donnez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo avec ceux qui méritent de savoir. Et surtout, abonnez-vous. Parce que ce genre d'histoire, on continuera à la raconter. Aussi longtemps qu'il le faudra.